Il y a eu beaucoup de questions là posées dans le chat auxquelles on a répondu un peu de patience. C'est maintenant comment passer ce réseau, enfin ce projet Espérance au réseau Espérance pour une évaluation participative des essences. Donc, tout d'abord, pourquoi participatif? Eh bien, comme on vous l'a dit et répété, et comme vous pouvez le lire dans de nombreuses publications, la rapidité des évolutions du climat face au temps nécessaire à l'adaptation naturelle des essences est un facteur que l'on doit absolument prendre en compte tous ensemble. Et cette vitesse n'a jamais été égalée dans le passé. C'est une question aussi qui touche toutes les espèces, que les espèces soient natives ou introduites. Nous avons, décelons dès maintenant des problèmes d'adaptation et des dépérissements. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en Bourgogne et j'ai vu des dépérissements forts sur le hêtre. Et cela dans tous les peuplements forestiers, tout type de peuplement forestier. On ne voit pas de différence actuellement par rapport à la structure de ces peuplements. Un élément qu'on doit prendre en compte aussi, c'est qu'on est confronté, nous, humains, à un phénomène totalement inconnu. Nous n'avons pas, ni dans nos mémoires, hein, même si on peut évoquer un petit peu les problèmes de dépérissement dus aux pluies acides, mais dans nos mémoires de forestiers, on n'a jamais connu ces phénomènes d'ampleur de dépérissement tels qu'on les connaît maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'on travaille ensemble et qu'on travaille tous ensemble maintenant. Et avoir une méthode d'acquisition et d'intégration des connaissances en simultané, faire ce que l'on appelle de la recherche-action. C'est maintenant que ce terme a toute sa valeur. On a besoin de tous pour acquérir et améliorer des connaissances. On vous l'a dit, on vous l'a répété lors de ce webinaire. On a de nombreuses espèces et de nombreux cas où on n'a pas d'informations suffisantes. Donc, il faut qu'on enrichisse nos connaissances. Et le chat a aussi montré ce point-là. Alors, quel intérêt de participer? Eh bien, pour agir dans une communauté expérimentale. Être dans une communauté, ça va permettre de partager des questionnements, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. On se pose les mêmes questions. Ça va permettre d'échanger des connaissances et des compétences qui vont pouvoir être mieux partagées et mieux utilisées, de capitaliser l'ensemble des réussites, mais aussi des échecs, parce que les échecs sont tout aussi importants que les réussites pour nous apprendre des choses. Et il faut absolument qu'on les passe pas sous le tapis et qu'on les note bien, qu'on comprenne pourquoi on a eu ces échecs. Dans le cas de plantations qui ont pu être beaucoup plus massives dans le passé, il y a eu des échecs et lorsqu'on a voulu se documenter sur ces échecs, eh bien, on a trouvé que très peu d'informations. Donc, notez les échecs. Et puis, ça fait partie des questions qui ont été posées dans le chat, c'est mettre en commun les résultats des dispositifs afin d'optimiser l'analyse des données et d'accroître la fiabilité de nos connaissances. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas de bons dispositifs à opposer à des moins bons. Tous les dispositifs sont importants dans le projet Espérance et c'est comme ça que l'on l'a voulu. Ils sont complémentaires. On veut qu'ils continuent à être complémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est une opportunité qui est offerte par le plan France le Relance, l'opportunité de mettre en place des dispositifs expérimentaux. Comment participer? Eh bien, participer en 4 étapes. Tout d'abord, rejoindre le réseau en signant l'accord de consortium, s'engager sur le cahier des charges, mettre en place des dispositifs en suivant
ce cahier des charges et faire remonter l'information sur la plateforme de partage du réseau. Oui. Donc là, maintenant, nous allons voir en détail ces différents points, enfin en détail rapide. Hein. Donc l'accord de consortium. Alors l'accord de consortium, c'est un document cadre qui décrit l'organisation et le fonctionnement de consortium. Donc, il y a deux types de membres dans ce consortium. Il y aura les membres fondateurs, c'est-à-dire les organismes qui ont participé au projet Espérance. Et il y aura ensuite, par la suite, des membres associés qui permettront d'élargir la portée de ce consortium. Les membres sont principalement des expérimentateurs. Dans un premier temps, on a choisi d'avoir des membres expérimentateurs de façon à lancer, disons, ce réseau et de commencer à installer, disons, un certain nombre de dispositifs. Alors, dans l'accord de consortium, donc, il est stipulé précisément l'engagement de monter des données, donc sur la charte, on pourra voir la diapo par là-dessus. La gouvernance de ce réseau se fera via un bureau exécutif, mais aussi via un comité de membres qui regroupera l'ensemble, disons, des membres. Alors, pour aider au fonctionnement de ce réseau, bon, ce réseau va s'appuyer sur deux conseils, un conseil scientifique et un conseil d'orientation. Un conseil scientifique, bon, qui se réunira, disons, dans un délai relativement large, hein, pour être sûr, disons, d'être dans une bonne ligne de rigueur, disons, d'acquisition de données et avec des bons objectifs, tant scientifiques, mais aussi des objectifs pratiques. Donc ça sera l'objet du comité, du conseil d'orientation. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le réseau Espérance se positionne aussi dans le cadre de la réflexion sur la mise en commun, disons, des dispositifs expérimentés au niveau national, dans le cadre du projet InSilva. Et donc, le réseau Espérance sera un des réseaux qui compose le réseau InSilva, qui a pour objectif, disons, de regrouper l'ensemble des activités expérimentales forestières au niveau français. Sur le cahier des charges, donc, on va revenir un petit peu sur son contenu. Et c'est véritablement d'avoir dans ce réseau des dispositifs qui vont dans la même direction. Donc, il y a des conditions minimales d'intégration des sites dans le réseau. Là, on va retrouver là dans ces conditions minimales un petit peu le contenu de toutes les présentations que l'on a faites ce matin. Hein. Donc, l'idée, c'est déjà, donc, si on met en place des essais dans ce cadre-là, c'est d'être situé dans des zones à enjeux climatiques identifiées ou dans des analogues climatiques de ces zones à enjeu. Donc, avoir un cadre de façon à avoir des dispositifs miroirs dont on va parler tout à l'heure. Deuxième point, il faut que les dispositifs soient mis en place selon les 3 protocoles expérimentaux qui ont été présentés dans le cadre du projet Espérance, mis en place et suivis, c'est-à-dire suivre les variables prévues dans le timing prévu. Le troisième point, c'est bien évidemment d'étudier les essences des listes d'espérance qui ont été identifiées en fonction des enjeux. Donc là, l'idée, c'est de concentrer l'effort sur des essences qu'on a déjà bien identifiées comme étant potentiellement intéressantes. Le quatrième point, ça, c'est Sabine qui est l'équipe sur l'élevage des plantes qui a bien indiqué ce point-là, c'est l'identification précise des provenances génétiques et du matériel étudié. Il faut qu'on ait une certitude sur la provenance des graines qui vont donner les plants que l'on expérimente. C'est très très important si derrière on veut pouvoir faire des analyses et des traitements de données et aboutir à des conclusions qui soient, on veut dire, crédibles. Il faut véritablement qu'on sache d'où vient ce matériel génétique que l'on expérimente. Et cinquième point, il faut que ces dispositifs soient bien évidemment localisés de façon très précise. Alors, le deuxième grand volet du cahier des charges, c'est toute la partie mise en commun de l'information
via la plateforme de partage que l'on mettra en place dans l'année à venir. Donc là, c'est la remontée des données d'information et des métadonnées sur caractérisant les dispositifs de ces réseaux. Ensuite, dernier point, c'est l'accès au site Espérance. Il faut qu'un dispositif d'essai Espérance qui a été mis en place soit rendu accessible, soit pour des expérimentations complémentaires au réseau Espérance, soit pour des réunions de vulgarisation ou d'information pour informer les gens de la filière forêt-bois, leur montrer des réalisations et leur commencer à présenter des sens et leur comportement dans le cadre de ces expérimentations. Enfin, dernier point, c'est la plateforme. Donc, on a vu le consortium, on a vu le cahier des charges, maintenant on voit la plateforme. Donc, le réseau Espérance a besoin, disons, d'un outil d'animation multipartenaire pour faciliter l'accès aux connaissances et aux compétences du réseau Espérance. Donc là, l'idée est de mettre en place une plateforme informatique d'échange et de partage de façon à identifier ce réseau et que on puisse avoir un lieu de concertation. L'idée de cette plateforme est aussi d'apporter une aide logistique en termes de matériel végétal. L'idée étant de regrouper via cette plateforme les besoins en termes de semences et de provenance par rapport aux essais qui pourront être planifiés à droite et à gauche, à court terme, moyen terme ou long terme. L'idée étant de mutualiser donc ces besoins en plan qui découleront de ces projets d'essai pour organiser la production, en particulier sur le matériel végétal, les unités génétiques qui sont peu courantes et non disponibles dans les pépinières commerciales. Et après, c'est d'organiser tout l'approvisionnement de ces plants. Donc l'idée, là, c'est véritablement d'apporter un service, disons, d'accès à du matériel végétal que l'on ne trouve pas dans les pépinières commerciales. Et recibler véritablement la recherche de ce matériel nouveau. Ensuite, la plateforme doit aussi permettre d'avoir un outil de cartographie pour recenser et localiser les dispositifs. Et enfin et surtout, c'est un sujet important, donc il faut que ce soit aussi un lieu d'échange de savoir et de compétences, une sorte d'agora qui permette justement pour les gens qui sont intéressés par ce sujet-là de pouvoir avoir un lieu d'échange et de discussion. De consortium des membres fondateurs, l'ouverture à la signature des membres associés, la planification des futurs dispositifs 2022-2023, donc c'est presque maintenant qu'il faut s'en occuper, et des besoins en semences et en plans associés. L'anticipation, nous a dit Sabine, est un élément essentiel. La construction et la mise en place de la plateforme de partage et d'échange. À moyen terme, c'est la structuration d'un réseau multipartenaire permettant de tester de nombreuses espèces et provenances dans des différentes conditions pédoclimatiques, dans les zones à enjeu que l'on va continuer à explorer, pas que celles du chêne que l'on a exploré dans le projet Espérance. C'est l'accroissement des connaissances et des compétences de la recherche aux gestionnaires forestiers, c'est-à-dire qu'on a besoin de tous. Comme vous l'avez vu dans ce webinaire, la recherche nous apporte des éléments de compréhension, des éléments de connaissance et vice-versa. Nous avons sur le terrain un certain nombre d'informations qui vont permettre d'enrichir les questions scientifiques que les chercheurs se posent. La mise en place de solutions simples et efficaces pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Encore une fois, le projet Espérance ne traite qu'une petite partie des solutions qui vont pouvoir être mises en place, mais il ne faut pas les négliger et d'autres seront
aussi présente sur le territoire, mais sa instance est pour l'instant une partie de ces solutions. Comme de nombreux présentateurs l'ont aussi fait remarquer, c'est l'amélioration des trames vertes pour une meilleure migration des espèces. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation maintenant pour cette mise en perspective du réseau Espérance. Une question que j'avais gardée, qui était arrivée dès le début, mais vous y avez un petit peu répondu. Est-ce qu'il y aura une base de données partagée? Est-ce que tous les résultats qui nous ont été présentés maintenant seront partagés prochainement? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par partager prochainement. Ils vont être partagés au sein de la communauté du projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu. Et ensuite, ils seront partagés avec les membres qui auront signé le consortium. C'est-à-dire, le consortium ouvre la possibilité d'apporter ces données, mais aussi de pouvoir recevoir et analyser les idées des autres. Donc c'est en ça que le réseau Espérance va être puissant aussi. Une question. Pardon Stéphane, et cet échange pourrait être organisé via la plateforme informatique qui nous reste à construire, qui n'a pas pu être construite dans le cadre du projet Espérance. On a uniquement fait un premier cahier des charges. Donc cette base de données, cette plateforme informatique reste à construire et ça sera effectivement un lieu, disons, de présentation des premiers résultats de ces travaux. Une question sur le fonctionnement maintenant du réseau, peut-être pour vous, Eric, sur notamment le financement, l'animation le financement de l'animation, alors par l'État bien sûr, l'emboîtement des échelles régionales et nationales. Quel va être le rôle des CRPF sur le territoire, sur les territoires? Alors, l'idée du réseau Espérance, c'est de faire appel à toutes les énergies et à tous les moyens. Donc là, on a, en termes de moyens, il y a la possibilité, par le biais du plan de relance, disons, de faire financer, disons, des installations de dispositifs d'essai. Donc ça a déjà été évoqué dans le cadre du webinaire qu'on a eu sur le plan de relance. Et donc là, les CRPF, le CNPF va prendre part, disons, à ces projets, à suivre ces projets, à identifier des projets d'installation qui pourraient être faits dans le cadre du plan de relance, puisqu'on sera contacté sur ce sujet-là. Voilà. Et ensuite, bon, parallèlement, il peut y avoir, hors plan de relance, il peut y avoir d'autres projets de R&D, de recherche, ou des projets régionaux dans le cadre, disons, de programmes avec les conseils régionaux locaux, disons, de mise en place de ce type de dispositif en forêt privée ou publique, hein, peu importe. L'idée, c'est de mettre en place des dispositifs sur lesquels on va acquérir de la connaissance. Mais voilà, l'idée, c'est de mutualiser, de fédérer toutes ces énergies-là dans le cadre d'un seul et même réseau. Et tout le monde prendra part à cette opération, devrait prendre part à cette opération. Alors justement, puisque vous parlez de fédération des forces, des énergies, qu'est-ce qu'on fait des essais qui ont déjà été menés et qui ne suivent pas tout à fait le protocole? Si on n'est pas dans les zones à enjeu, est-ce qu'on peut entrer quand même dans le réseau? Alors, c'est ce qui a été expliqué déjà dès la première présentation de Brigitte, quand elle a dit que dans le choix des essences, on s'appuyait sur les résultats des essais existants. Enfin, les essais existants, c'est les arboretums. Il y a déjà des réseaux d'arboretums, dans le cas du projet Rainforest, par exemple. Et puis, il y a des arboretums de l'Office national des forêts. Et puis, il y a tout un tas de tests de comportement d'essence qui ont été mis en place par les CRPF depuis de très, très nombreuses années. Donc, cette information, de toute façon, elle est déjà prise en compte, disons,
dans les résultats qu'on peut obtenir à partir de ces essences-là. On ne néglige pas l'existant. L'existant permet aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de gagner du temps. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les essences atypiques, les parcelles d'essences atypiques, c'est-à-dire c'est des toutes petites surfaces qui ont été plantées il y a de nombreuses années par des propriétaires ou par l'Office national des forêts et qui permettent déjà d'avoir accès à des peuplements qui ont déjà un certain âge avec des essences qui sont très peu, voire pas du tout utilisées actuellement et retirer cette information-là en fait partie. Alors après, l'intégration de cet existant expérimental dans le cadre du réseau Espérance, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais les acteurs qui appartiennent au réseau Espérance déjà travaillent déjà sur ce matériel-là dans le cadre d'autres projets, en particulier un projet avec le FCBA. Donc on n'oublie rien et on essaie d'intégrer tout. On n'oublie rien, tant mieux. Une question plus pointue, peut-être enfin plus précise, pardon, qui s'adresse, j'imagine, à Sabine Girard qui nous a parlé tout à l'heure des nouvelles semences. Est-ce que Sabine est encore avec nous? Qui s'occupera de la centralisation de l'achat de semences, justement, et d'unités génétiques rares? Alors, Sabine, c'est pas le lieu pour... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends. Alors, c'est peut-être pas à nous ici de désigner qui s'en occupera, mais il faut savoir que le Pôle national des ressources génétiques forestières, le PNRGF, a des missions d'intérêt général et la personne qui s'est occupée de ces opérations fait partie de ce pôle. Donc, la légitimité pour s'occuper de ce genre de choses me semble assez évidente, mais voilà, c'est quelque chose qui doit être débattu et qui n'a pas été forcément acté jusqu'à présent. D'accord. Une autre question sur, alors cette fois-ci la possibilité. Ah oui, il y avait une question sur les sites miroirs en Espagne ou au Portugal d'ailleurs. Alors on va rattraper ça. Une question sur la possibilité des forestiers belges de participer et qui rejoint justement cette question que j'avais pas évoquée tout à l'heure sur l'installation éventuelle de sites miroirs en Espagne ou au Portugal. Alors, Je vous entends pas bien, Brigitte. est-ce que c'est mieux là comme ça? Oui, c'est parfait. D'accord. Je disais, ça c'est vraiment quelque chose que l'on veut mettre en place là dans le futur. On a lancé le projet Espérance à l'échelle du territoire avec des financements français. Maintenant, on sait très bien que les espèces traversent les frontières. Donc, c'est vraiment essentiel de travailler avec nos collègues européens, à la fois pour faire des trams, on parlait de trams vertes tout à l'heure, et faire de la migration d'espèces associées même grâce à ces trams vertes. Donc, il va bien falloir connecter les choses à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle européenne. Nous avons eu des échanges avec des collègues suisses qui ont le même type de questionnement. Je sais aussi que dans le projet avec la région Grand Est, il y a des îlots d'avenir qui vont être mis en place déjà en Belgique. Donc oui, je pense que l'idée du réseau Espérance est partagée au niveau européen, il faut surtout pas se priver de cette possibilité-là. Mais maintenant, la question des finances serait bien sûr se poser. Vous parlez toujours d'argent, il n'y a pas que ça. Je reprends une question que j'avais laissée de côté tout à l'heure, justement pour la discussion finale. Quelles interactions entre ce projet et les questions de conservation? Par exemple, quelle importance de la trame verte dans le dispositif de migration, année ou assistée d'ailleurs? Question subsidiaire, comment restituer et discuter ce projet avec la communauté de travail de la conservation? Alors, les communautés
sont loin d'être dissociés, hein. On est un petit nombre de chercheurs forestiers, donc nous parlons régulièrement et nombre de personnes qui sont dans ce projet Espérance font partie aussi d'un autre réseau, d'une autre commission, qui est la commission des ressources génétiques forestières, qui se penche justement sur ces questions de comment conserver et adapter. Ça fait l'objet de débats, de questionnements, et on essaie d'avancer ensemble sur ces sujets-là. Et encore une fois, il n'y a pas une solution, mais des solutions selon les conditions de sol, sur les conditions climatiques, sur les conditions de diversité génétique du peuplement auquel on s'adresse. Et à chaque fois, il faudra bien se poser la question. Et conserver les ressources génétiques autochtones en place est une vraie question. Que faire lorsqu'elles dépérissent? Dans le réseau d'unités conservatoires qui est à l'échelle du territoire, on a d'ores et déjà des unités conservatoires qui sont en train de dépérir. J'ai en tête l'unité conservatoire de hêtres de la Sainte-Baume, mais aussi de sapins ou d'épicéas dans les Vosges. Que fait-on? Que fait-on comme mesure pour les conserver le plus longtemps possible en évolution avec le milieu et donc en évolution avec ce climat qui change et qui change rapidement? Une toute dernière question peut-être. Est-ce que les 3 protocoles expérimentaux sont déjà disponibles, notamment pour les prochaines plantations, pour s'assurer qu'elles correspondent aux prérequis pour faire partie du réseau? Oui, on a déjà eu dans le cadre, disons, du lancement du plan de relance qui a eu lieu dès début de l'année. Donc, il y a eu une note, justement, qui précise les conditions un petit peu de protocole de mise en place de ces 3 niveaux de dispositifs. Alors après, il y aura des protocoles un peu plus complets à venir, mais là, ça va être dans le mois de juin. Le mois de juin de cette année. Voilà. Un petit peu de prospective, c'est tout. On est en train de finaliser encore voilà, des petits points, puisque la construction de ces protocoles a nécessité, disons, la mise en place d'essais qu'on vient de finir de mettre en place. Donc, une fois qu'on a bouclé la boucle, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, bon, ben voilà, dans le protocole, on est sûr de rien oublier maintenant et de finaliser la rédaction finale. Mais on a déjà un cadre qui est largement posé. Il y a une note qui a été jointe au plan de relance.